Bonsoir à tous pour cette ultime présentation de cette saison, hein, qui s'inscrit dans un. Alors on en parlait il y a quelques instants avec Bruno, qui s'inscrit dans une lignée Massenet, hein, puis on a eu Werther, on a Il Trittico et on a Manon. Donc il y a des liens évidents entre les deux, entre les deux compositeurs. Et donc nous allons avoir on terminer, j'espère, en beauté avec Manon. Donc Bruno, je vous passe tout de suite la parole. Eh bien, bonsoir. Eh ben oui, nous allons donc terminer la saison avec une œuvre merveilleuse qui est le Manon de Jules Massenet, dans la mise en scène de Vincent Huguet. C'est une production qui date de 2020. Et 2020, on avait donné quelques représentations. Ensuite, il y avait le Covid. Et puis finalement, c'est une production, et c'est la deuxième fois que nous reprenons cette production de Manon. Alors Manon, donc c'est un opéra comique en 5 actes. Donc, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Jules Massenet, bien évidemment. Jules Massenet, qui donc est né en 1842, qui est mort en 1912, qui occupe une place absolument considérable dans le paysage lyrique français et même international. J'ai le paysage lyrique parce que c'est un compositeur qui a touché à tout, qui a abordé tout, l'œuvre symphonique, les mélodies, les œuvres religieuses, musique de chambre, etc. Mais c'est vrai que il est surtout connu, Massenet, pour ses opéras. Il en a écrit une vingtaine. Il y en a un certain nombre qui ont été donnés à l'Opéra de Paris plus ou moins récemment, que ce soit Werther, que ce soit le Cendrillon, qu'on a redécouvert par exemple, que ce soit le Don Quichotte aussi, et donc Manon. Et donc Manon. Alors, il occupe une place considérable. Il est l'héritier, le digne héritier de compositeurs tels que Meyerbeer, Berlioz, Gounod. Et à la mort finalement de Bizet, il va être le plus éminent représentant justement de l'art lyrique en France. Il va occuper une place absolument considérable, d'autant plus grande qu'il composait beaucoup. En plus, il avait une facilité de composition, donc il était régulièrement, ses œuvres étaient créées dans les grands théâtres lyriques de la capitale. Et non seulement c'est un très grand compositeur, mais c'est un grand pédagogue aussi. Il a été professeur au conservatoire, il a eu un certain nombre d'élèves prestigieux comme Gustave Charpentier, l'auteur notamment de Louise, mais aussi Ernest Chausson, le compositeur du roi Artus, et bien d'autres encore. Et il a influencé, Jean-François en parlait, mais j'insiste souvent là-dessus, il a considérablement influencé la jeune école italienne, l'école vériste italienne, des compositeurs comme Mascagni, Leoncavallo, Giordano, etc. Et bien sûr, le plus éminent d'entre tous, même si le réduire à l'école vériste est très limité, mais le plus éminent d'entre tous, c'est Giacomo Puccini. Ça tombe bien, vous venez d'aller voir le triptyque, mais c'est toujours passionnant de voir le lien qui peut exister entre Massenet et Puccini. Et donc, revenons à Massenet. Donc, auteur d'une vingtaine d'opéras, et incontestablement, les deux plus grands opéras de Massenet sont Werther et Manon. Alors, quelques mots sur la genèse de Manon. Alors, à l'origine, il y a, vous vous en doutez, une œuvre littéraire absolument considérable qui a été publiée en 1731, l'œuvre de l'abbé Prévost, et le titre très précis, c'était Les mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Et une partie, la dernière partie de cet immense roman, s'intitule L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Et c'est cette partie-là qui, bien évidemment, est passée à la postérité, qui a inspiré de nombreux compositeurs, dont Puccini, qui écrira également à Manon Lescaut, et donc Massenet. Et donc, il va demander à deux librettistes, qui sont Henri Mellac, librettiste de Carmen, notamment de Bizet, et puis Philippe Gilles, d'adapter cette dernière partie du roman de l'abbé Prévost. L'adaptation va se faire en 1882. La composition de la partition court à peu près sur 1882 et 1883, et l'œuvre est créée début 1884, le 19 janvier 1884, à l'Opéra Comique. L'accueil public est tout à fait remarquable, plusieurs passages sont bissés, alors que l'accueil critique est
beaucoup plus froid. Je vous cite une critique d'un certain Henri Maret qui qualifie la partition de fresque effroyable. Rien que ça. Mais comme souvent les critiques se trompent, le public aura raison malgré les critiques et l'œuvre va s'imposer très vite, d'abord en France et puis ensuite un peu partout dans le monde, pour devenir donc l'œuvre incontournable du répertoire, à telle enseigne que après Carmen, c'est la deuxième œuvre qui aura été le plus programmée à l'Opéra Comique. Donc il faut vraiment réaliser à quel point Manon est une œuvre considérable dans le répertoire français, mais même globalement dans le répertoire lyrique international. Alors de quoi ça parle? Vous connaissez l'histoire. Manon est une jeune femme qui est destinée au couvent. Nous sommes dans un contexte historique très particulier qui est celui de la Régence. Après la mort de Louis XIV, une période qui va de 1715 à 1730, durant laquelle, étant donné que Louis XV est mineur, c'est Philippe d'Orléans qui assure la Régence pendant une quinzaine d'années. Et c'est dans ce contexte très particulier que se passe l'histoire de Manon. La jeune Manon est donc destinée au couvent et alors qu'elle s'achemine vers son couvent, elle fait halte dans une auberge d'Amiens et là, elle va rencontrer le chevalier des Grieux. Ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre et ben, tout simplement, le chevalier, d'une certaine façon, va l'enlever à l'ensevelissement qui se préparait pour elle, c'est-à-dire le couvent, et ils vont partir mener une vie libre, une vie que certains qualifieront un peu de débauche, à Paris, parce que le chevalier des Grieux a beaucoup d'argent. Il est le fils du comte des Grieux. Mais il se trouve que le comte des Grieux, le père du chevalier, ne l'entend pas de cette oreille. Il ne veut pas justement que son fils ait cette liaison avec Manon, et donc il va faire enlever le chevalier. Au troisième acte, Manon donc est entretenue, mais les personnages qui étaient déjà apparus dans le premier acte, elle a deux personnes qui l'entretiennent. Elle a Guillaume de Morfontaine et également de Brétigny. Et elle est devenue un peu la reine de Paris. Il y a tout un troisième acte, la première partie du troisième acte qui s'appelle l'acte du cours la reine. On voit combien Manon est devenue un peu la star, l'égérie en quelque sorte. Et elle apprend par hasard que ben, le chevalier des Grieux, désespéré, a décidé de rentrer dans les ordres. Ni une ni deux, que fait-elle? Elle décide d'aller à Saint-Sulpice pour tout simplement faire un peu ce que Desgrieux a fait pour elle, c'est-à-dire donc faire en sorte que le chevalier échappe à la prêtrise et la suive. Elle va finir par le convaincre, merveilleux duo d'amour, et finalement le chevalier décide de renoncer à la prêtrise et de suivre Manon. Au quatrième acte, nous sommes à l'hôtel de Transylvanie et le chevalier joue aux cartes avec un des amants de Manon, un des ex-amants de Manon, qui est Guillaume de Morfontaine. Et Guillaume de Morfontaine se convainc que le chevalier est en train de tricher aux cartes. Il appelle la police intervient et les deux, que ce soit le chevalier et Manon, sont arrêtés. Et comme le chevalier a des appuis, notamment son père, il échappe à la prison, il finit par sortir de prison, mais Manon, elle, est condamnée à la déportation, à être déportée en Louisiane. Au dernier acte, alors que Manon s'achemine vers le Havre, diligence, Lescaut, qui est le cousin, qui est soi-disant le cousin de Manon, réussit à soudoyer un garde, et lors d'une halte donc de la diligence qui mène Manon vers le Havre, elle a la satisfaction de pouvoir retrouver le chevalier, et elle est malade, on apprend qu'elle est malade, et progressivement, elle va s'éteindre dans les bras du chevalier des Grieux. Et donc l'opéra se termine sur cette mort bouleversante de Manon dans les bras du chevalier. Alors, si vous avez lu euh, Manon Lescaut, le roman de l'abbé Prévost, vous constaterez une chose, c'est que il y a quelques différences entre l'adaptation faite par les librettistes et le roman originel. D'abord, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que la partie qui est racontée, qui est la plus connue, cette relation entre le chevalier des Grigneux et Manon Lescaut, c'est la dernière partie du grand roman de l'abbé Prévost. C'est la septième partie, qui représente à peu près 150 pages, à peu près. Donc, c'est une partie relativement modeste par rapport à l'ensemble du roman. Et donc, cette partie, elle est assez courte, et pourtant, ben, les librettistes vont tailler dedans.
C'est-à-dire que sur cette septième partie, ils ne vont en retenir qu'un tiers. Deux tiers vont être, si je puis dire, jetés à la poubelle. Et l'une des grandes différences, c'est que tout simplement, la fin normalement du roman se passe aux Amériques, puisque le chevalier suit Manon et elle meurt aux Amériques. Or là, le choix des librettistes et de notre ami Massenet, c'est d'avoir fait mourir Manon sur le sol de France. Donc toute cette partie américaine est supprimée. Il y a également un tableau qui, par contre, lui va être développé. C'est le tableau de l'hôtel de Transylvanie. Dans le roman de l'abbé Prévost, il y a quelques lignes. Là, eh ben, on en fait toute une scène saisissante d'affrontement de cartes, etc. Donc le tableau est développé. Et puis, autre partie qui est qui est différente, c'est le cours la reine. Cet acte absolument capital, le premier tableau du troisième acte, qui est un tableau totalement inventé par les librettistes et par Massenet. Massenet dit lui-même que c'est lui qui a inventé ce tableau, qui est très symbolique, où d'ailleurs Manon, on y reviendra, a un air très virtuose à chanter, etc. C'est un tableau éminemment opératique, si je puis dire. Et ben, ce tableau est une invention pure et simple des librettistes. Alors à l'arrivée, quand on compare l'adaptation et puis le roman original, eh ben, on tombe dans le constat qui est souvent fait quand on adapte une grande œuvre littéraire, que eh ben, l'original est quand même supérieur à la copie. C'est-à-dire que le livret a des faiblesses et notamment, il y a, ce qui est très frappant, c'est que les librettistes ont voulu chercher de toute la partie réaliste du roman de l'abbé Prévost. Je pense qu'ils avaient sans doute été échaudés par la création de Carmen à l'Opéra Comique, qui avait été très critiquée, parce que le public de l'Opéra Comique est un public des familles, un public bourgeois, et donc, généralement, on propose à ce public bourgeois une réalité un peu conventionnelle. Et là, ce réalisme de l'abbé Prévost, il ne coïncidait pas avec le profil du public. Donc, qu'est-ce que vont faire les librettistes? Ils vont considérablement édulcorer cette partie, hein, supprimer également toute la dimension morale aussi. Il y a toute une partie morale dans le roman de l'abbé Prévost qui est supprimée, hein. Et puis, il faut reconnaître aussi que la tension dramatique et la tension tragique est quelque peu édulcorée. Et puis, autre élément aussi, on sent bien qu'il y a des collages qui ont été faits et donc que la vraisemblance aussi perd, enfin, le livret perd de la vraisemblance que l'on trouvait dans le roman de l'abbé Prévost. Donc, globalement, cette adaptation, elle est non seulement moins réaliste, et donc elle perd d'une certaine façon de sa force, mais également les personnages aussi, les profils psychologiques sont émoussés. Il faut comprendre par exemple que Lescaut, dans le roman de l'abbé Prévost, est un personnage qui n'est pas très recommandable. Manon, elle-même, est un personnage plutôt clivant, comme pourrait l'être la Carmen de Bizet, la Carmen de Mérimée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnages secondaires, tous ceux qui entourent Manon et le Chevalier des Grieux, sont des personnages d'opéra comique, avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire qu'ils ont une dimension pittoresque qu'ils n'avaient pas dans le roman. Le personnage de Desgrieux, lui, s'embourgeoise un peu, et le personnage de Manon est certes profondément touchant, mais il est moins clivant. On insiste beaucoup sur sa frivolité, mais aussi sur sa mélancolie. Et donc, du coup, on voit bien comment les librettistes et le compositeur ont modifié la perspective, ont changé en quelque sorte de perspective pour faire en sorte que les personnages, que l'univers qu'ils décrivent soit un univers qui soit mieux recevable, si je puis dire, par le public de l'opéra comique. Malgré ça, et c'est le génie de Massenet, et c'est ça que je veux souligner, l'opéra est génial. Pourquoi? Tout simplement, il est génial parce que, comme toujours, la musique transcende tout. Alors déjà, bien évidemment, la source littéraire est passionnante, même si elle a été édulcorée, mais ce qu'en fait Massenet est une formidable réussite. Alors, d'abord, bien sûr, il reprend les codes de l'opéra comique. Il n'invente rien. Et les codes de l'opéra comique, c'est quoi? C'est des parties parlées et des parties chantées, comme dans le Singspiel allemand, la flûte enchantée, partie parlée, partie chantée. L'originalité, il n'est pas le premier à le faire, mais il va utiliser ce que l'on appelle le mélodrame. C'est-à-dire, entre le parler simple, c'est-à-dire sans accompagnement orchestral, et le chanter,
il y a un intermédiaire qui est le parler simple accompagné à l'orchestre. Parler simple accompagné, ça n'est pas du récitatif qui est du parler chanté, c'est du parler simple accompagné à l'orchestre. C'est ce qu'on appelle le mélodrame. Très habile. Pourquoi? Parce que ce mélodrame permet de faire le lien, en quelque sorte, entre le parler simple, le récitatif et la partie chantée. Donc le mélodrame est très développé dans Manon. Non seulement donc l'opéra comique, on retrouve cette alternance de partie parlée et de partie chantée, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Massenet mélange les genres. On retrouve cet esprit également dans l'opéra buffa italien, où l'opéra buffa permet de mélanger la comédie et d'une certaine façon le drame. C'est ce qui donnera, par exemple, ce qui donne le Don Giovanni de Mozart, l'opéra semiseria, etc. Et dans l'opéra comique, l'esprit de l'opéra comique, on le retrouve dans Carmen avant Manon, c'est de mélanger la dimension comique, mais aussi la dimension mélodramatique. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans l'opéra comique, c'est que les classes sociales se mélangent. L'opéra bouffe propose la même chose, c'est-à-dire qu'on a le populaire d'un côté et l'aristocrate de l'autre. Il y a une sorte de jonction qui se fait, de mélange des classes, ce qui permet d'affiner, de développer les profils psychologiques, de les différencier, d'établir des contrastes, etc. Donc tout ça ressort donc de l'opéra comique. Mais à côté de l'opéra comique, qu'est-ce que fait Massenet? Il va intégrer aussi quelques codes du grand opéra romantique, qui est l'autre forme en vigueur à l'époque, qui a précédé bien évidemment Massenet, mais dont il est l'héritier. Il est l'héritier de Meyerbeer. Qu'est-ce qu'on retrouve de l'opéra comique? On retrouve les 5 actes, le principe des 5 actes. On retrouve le principe de la danse, du ballet au troisième acte, le cours à la reine, où il y a du ballet. Et puis également, il y a aussi des grands sentiments, des sentiments romantiques, parce que cette dimension, bien évidemment, est éminemment présente dans Manon. Dit fin tragique, notamment, qu'on retrouve dans le grand opéra romantique. Donc voilà, donc c'est un mélange extrêmement subtil avec une dominante d'opéra comique, mais également avec un autre genre qui est celui du grand opéra romantique, qui est très habilement instillé dans l'opéra comique. Alors ensuite, orchestralement parlant, qu'est-ce qu'il en fait? D'abord, il faut noter une chose, c'est que l'orchestre de Manon n'est pas un orchestre pléthorique. C'est un orchestre finalement plutôt modeste. Dans la grande tradition, l'héritage presque du classicisme du XVIIIe siècle, l'orchestre est étoffé, mais on est dans cet esprit-là. Par exemple, le pupitre des bois est par deux. Il n'y a pas une volonté de mettre, par exemple, des pupitres par trois. On est des pupitres par deux. On n'a pas, par exemple, de clarinette basse, par exemple. On n'a pas de tuba. Voilà, ça, ce sont des instruments qu'on ne trouve pas dans l'orchestre de Manon. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que veut faire Massenet? Il veut obtenir une forme de synthèse entre ce que l'on qualifiera de néoclassicisme et de l'autre de romantisme. Mais quand je parle de néoclassicisme, c'est absolument fondamental. C'est quoi le néoclassicisme? C'est un retour, un hommage au classicisme du XVIIIe siècle. Et pour cause, puisque nous sommes, et des périodes précédentes, nous sommes au XVIIIe siècle, nous sommes Manon, ça se passe pendant la Régence, 1715-1730. Et donc il y a ce souci qu'a Massenet de créer, de donner l'illusion que nous sommes ancrés dans cette époque du XVIIIe siècle. Et donc, il y a ce souci de ce que l'on appelle le néoclassicisme. Et la conséquence du néoclassicisme, c'est que l'orchestre, du coup, est dans la tradition presque mozartienne. C'est pour ça qu'il est, entre guillemets, allégé. Que, en fait, les textures orchestrales sont des textures qui sont très claires, qu'on est dans l'esprit de l'orchestre classique, très équilibré, avec un son de soie, un son de velours qui est typiquement mozartien. Et puis également aussi la veine mélodique, typiquement mozartienne, que l'on retrouve chez Massenet. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans une orchestration qui est inspirée à l'ombre de Mozart, d'une certaine façon. On sent la présence mozartienne. Autant Werther sera une œuvre qui donc assumera d'une certaine façon l'héritage wagnérien, autant Manon est une œuvre qui est de tradition classique ou néoclassique, même si, je le répète, il y a des éléments romantiques, des éléments de romantisme dans Manon, bien évidemment. Alors, autre élément qui est intéressant aussi, une fois qu'on a dit ça, c'est que
C'est une partition, et c'est en ça qu'elle est d'une tradition néoclassique et qu'elle est aussi, elle est non seulement d'inspiration mozartienne, mais qu'elle s'ancre dans une tradition de l'opéra comique, c'est que Massenet n'a pas le souci de ce que l'on appelle l'unité dramatico-musicale. L'héritage wagnérien, c'est ce souci permanent qu'auront les compositeurs de créer une forme d'unité dramatico-musicale, de donner le sentiment que la musique coule de source, que les tableaux s'enchaînent comme ça, qu'il y a une unité. Massenet, ça n'est pas sa préoccupation dans Manon. On est tout le temps dans la rupture, dans une succession de tableaux. Cette rupture, c'est une rupture de ton, c'est une rupture de climat, c'est une rupture d'atmosphère en permanence. Alors cette rupture, elle est bien évidemment renforcée par le choix, par l'hommage à la forme à numéro. Récitatif, ou d'abord même récitatif simple ou parlé, récitatif, air, duo, ensemble, chœur. On sent ces parties-là, on sent ces numéros en permanence. Et Massenet, bien évidemment, les assume pleinement. Donc on n'est pas dans cette logique de l'unité dramatico-musicale, mais on assume pleinement cet héritage de l'opéra comique où on a une succession de tableaux, une succession de numéros. Et autre élément qui montre bien que Massenet n'est pas dans ce souci presque wagnérien de l'unité dramatico-musicale, ce sont les thèmes qu'il utilise. Et là, je fais souvent un parallèle avec Puccini. D'une certaine façon, il influence Puccini. C'est ce que l'on appelle les thèmes de situation. J'en parle souvent chez Massenet et j'en parle également chez Puccini. C'est quoi l'idée des thèmes de situation? Ces thèmes de situation, ce sont des thèmes qui ne visent pas à être cités au départ et à l'arrivée, comme chez Wagner, c'est-à-dire de servir de tissu à la partition, mais ce sont des thèmes qui vont créer un climat, une atmosphère d'une scène, qui vont unifier une scène. Donc il y a un thème qui va revenir de façon lancinante sur une scène, et puis une scène suivante, on va trouver un autre thème qui va lui conférer son climat, qui va lui conférer son atmosphère, etc. Puccini utilise énormément cela, c'est ce qu'on appelle ces thèmes d'ambiance, ces thèmes de situation. Donc on voit bien qu'il n'y a pas ce souci du thème qui revient de façon récurrente, mais tout est construit par scène, tout est construit par succession de moments, en quelque sorte, et Massenet l'assume pleinement. Ça, c'est très important de le comprendre. Autre parallèle que l'on peut faire entre Massenet et Puccini, c'est le caractère évocateur de la partition, son caractère imagé. Je dis toujours que Massenet est quasiment un compositeur de musique de film avant la naissance du cinéma. Comme Puccini, je vous l'avais dit, est lui un compositeur de musique de film, il est contemporain du cinéma. Ce sont deux compositeurs qui pensent d'abord et avant tout par l'image, qui commencent par l'image et qui ensuite, d'une certaine façon, développent leur partition pour faire en sorte qu'il y ait une unité, une vraie unité entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Il y a tout le temps ce souci de l'évocation. Et donc, c'est logique ici, je vous l'ai dit, partition néoclassique. Donc, qu'est-ce que veut faire Massenet? Il veut, en gros, nous replonger dans le XVIIIe siècle. Donc, il va styliser sa musique, tout particulièrement au cours la reine, l'acte du cours la reine au troisième acte, au premier tableau du troisième acte, qui est éminemment symbolique, pour nous plonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère du XVIIIe siècle. Alors, comment le traduit-il? Parce qu'on peut dire que Manon, finalement, l'opéra Manon, est un formidable portrait d'une époque. Eh bien, il va tout passer en revue. Il va passer en revue la dimension gastronomique. Au premier acte, par exemple, les personnages discutent de menus. Donc, on apprend en quelque sorte, on sait à peu près ce que les gens mangeaient à cette époque. On va avoir également la régence chorégraphique, puisqu'il va emprunter à des danses du XVIIIe siècle, le menuet, la bourre, etc. Donc vraiment des danses du XVIIIe siècle que l'on va retrouver dans le cours La Reine. On va avoir également la régence militaire. On va entendre la présence aussi du militaire. On va avoir la régence libertine, la régence érotique, et pour cause. On sait bien que toute cette période était une période de fête, de libertinage, etc. Tous ces éléments-là vont se retrouver non seulement dans le livret, mais on va les entendre aussi à travers cette sensualité que l'on sent dans la partition de Massenet. On va avoir tous ces ingrédients qui sont présents. Cette sensualité-là, on la sent. Et puis, autre portrait,
Il y a un premier portrait qui est celui de la Régence, et puis un deuxième portrait qui est bien évidemment ce merveilleux portrait du personnage de Manon, qui est au centre, bien sûr, de nos préoccupations, si je puis dire. Merveilleux portrait, à la fois insouciant, elle est légère, elle est versatile, mais on sait ce personnage de Manon, et puis en même temps profondément bouleversante, profondément mélancolique. Et là encore, quand je fais le parallèle avec Puccini, on sait combien Massenet, comme Puccini, sont de formidables portraitistes de personnages féminins. Toute leur carrière, ils la construisent autour de personnages féminins, souvent des personnages féminins très modestes, des personnages féminins qui ne sont pas des héroïnes, mais qui sont des personnages qui souffrent, souvent modestement d'ailleurs, qui souffrent, voilà, intérieurement, hein. Mais ce sont de magnifiques personnages, justement, par leur fragilité, et Manon en est un exemple absolument flagrant. Voilà ce qu'on peut dire, me semble-t-il, de la partition de Manon. Alors avec, bien évidemment aussi, quand je parlais de rupture, de versatilité d'une certaine façon de la partition, on le retrouve au niveau vocal aussi, au niveau du chant. Parce que la palette expressive de Manon est immense. On va du simple parler, je l'ai dit, jusqu'à l'air virtuose du troisième acte, Je marche sur tous les chemins de Manon, qui est très connu. Et on va passer par quoi? On va passer par le mélodrame, je vous l'ai dit, le parler sur de la musique, le récitatif, des airs aussi ou des passages qui vont être typiquement de l'ordre de l'opéra comique, dans cette légèreté comme ça, dans ce côté extrêmement pittoresque, qui vont ressortir de ce genre qu'est l'opéra comique. Et puis, on va avoir également des passages qui sont le pathos, on va qualifier de pathos, hein, c'est-à-dire mélodramatique, bouleversant, bien sûr. Et là, ça préfigure aussi ce que fera quelqu'un comme justement Puccini, ces grands airs mélodramatiques. Et ces airs, justement, qui s'appuient sur une déclamation qui est extrêmement juste, extrêmement authentique, très mélodieuse, mais de la déclamation lyrique où il y a une unité qui est faite entre le mot et la note. À chaque fois, j'insiste là-dessus, mais c'est dans la grande tradition de l'opéra français. Massenet fait en sorte que les personnages, comme le fera aussi quelqu'un comme Tchaïkovski, chantent comme ils parlent, en quelque sorte, pour conférer cette authenticité. Donc il y a une fluidité de la parole mélodique, il y a une fluidité, en quelque sorte, de la déclamation lyrique, hein, et qui est d'autant plus bouleversante, justement, qu'il y a cette fluidité-là, cette authenticité-là, et ce rapport extrêmement subtil entre la note et le mot. Donc on voit bien une palette expressive absolument immense, mais qui permet justement de traduire les différentes réalités, les différents moments, je le répète, d'une partition qui s'inscrit, qui joue la carte de la rupture, qui joue la carte permanente du contraste, voilà, de la diversité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'en fait Vincent Huguet, metteur en scène français? Ben, en fait, pour comprendre euh, l'idée de Vincent Huguet, il faut connaître un peu l'histoire. À savoir que, comme je vous l'ai dit, la Régence, c'est une période assez courte, 15 ans. C'est une période qui succède à une période assez sombre, qui est la fin du règne de Louis XIV. Fin du règne de Louis XIV, assez finalement obscurantiste, autant nous avons eu le roi Soleil, là, la fin du règne de Louis XIV est plutôt le domaine de l'obscurité. Chape de plomb qui pèse sur la France, Louis XIV est malade, etc. Et donc, à la mort de Louis XIV, ben, il y a un besoin de jouissance. Il y a une énergie vitale qui se dégage, besoin de vivre. Et pendant 15 ans, ben, c'est ça qui va se passer. Ça va être la fête permanente. On ne peut pas comprendre Manon si on ne comprend pas dans quel contexte historique on s'inscrit. Cette ambiance, ce climat, cette atmosphère de fête permanente. Et donc, qu'est-ce que dit Vincent Huguet? Ben, il dit, je veux en même temps faire en sorte que Manon soit une histoire universelle, pas forcément la plonger dans une époque qui est celle du XVIIIe. Je veux pouvoir trouver une époque équivalente, mais qui nous parle un peu plus proche de nous, mais qui soit comparable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dire, ben, finalement,
après la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle les années folles. Et les années folles sont un peu comparables à la Régence. C'est-à-dire, Première Guerre mondiale, 4 ans de saignée terrible. Et après la Première Guerre mondiale, un besoin de vivre, une énergie vitale absolument phénoménale. Et donc, eh ben, il va replonger ces personnages dans le contexte des années folles. C'est aussi simple que ça. Et comme il a ce souci de plonger le spectateur dans les années folles, eh ben, il va faire en sorte que ces décors soient art déco, esthétique de l'époque, des références picturales aussi, à l'époque, mais aussi, il n'y a pas seulement des références picturales, on va aussi avoir des références musicales, références au jazz, ce qu'on appelait les revues nègres à l'époque. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il imagine un parallèle, Vincent Huguet, entre Manon et Joséphine Baker. Donc il fait d'une certaine façon de Manon une nouvelle Joséphine Baker, avec tout ce que cela implique derrière, avec ses références à Joséphine Baker, au musical, et puis, je le répète, la musique américaine, le Charleston, le jazz, etc. Donc on est résolument plongé dans cette période des années folles. Il emprunte aux années folles. Alors, on va voir aussi apparaître Mistinguett, aussi une référence à Mistinguett, musical. Et puis, il va utiliser aussi une référence qui n'est pas celle des années folles. Donc, il va se permettre quelques libertés. Hein, et il va notamment s'inspirer, pour le cours La Reine, de ce que l'on appelait le bal du siècle. Charles de Bestegui, 1951 Venise, cet immense bal qui a été organisé par pas ce conservateur, mais ce collectionneur qui était Charles de Bestegui. Et donc, il y a une immense fête, on a appelé ça le bal du siècle. Et donc, Vincent Huguet dit qu'il s'est beaucoup inspiré du bal du siècle pour recréer l'ambiance, l'atmosphère du bal, si je puis dire, du cours La Reine. Voilà. Donc finalement, le concept est très simple et en même temps décliné de façon très efficace, très fidèle à l'esprit de l'époque. Et donc, ben, vous l'aurez compris, c'est une mise en scène spectaculaire, une mise en scène tout public, pas de réserve particulière sur la mise en scène de Vincent Huguet. Très, très lisible en quelque sorte, où le public trouve très facilement ses repères. Alors, je vais vous passer, comme je le fais toujours, je vais vous montrer. Alors, voyons voir, je vais vous partager un document. Là. Est-ce que vous voyez le document? Pas encore. Oui, Voilà. Alors, donc vous allez assister au Manon du 6 juin. Donc, alors, d'abord, la direction musicale. La direction musicale est assurée par Pierre Dumousseau, qui est un très grand chef, un très bon chef français, qui connaît très bien ce répertoire, qui a dirigé le Hamlet d'Ambroise Thomas en 2023. Donc ça sera sa deuxième expérience à la tête de l'Opéra de Paris. Dans la distribution, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en fait, Nadine Sierra s'est retirée de la production totalement. Et donc, c'est Amina Edris qui assurera l'ensemble des représentations de Manon. Le Chevalier des Grieux, c'est Benjamin Bernheim, qu'on ne présente plus, bien sûr, que vous aurez le 6 juin. Le reste de la distribution est bien. Enfin, vraiment, on retient bien sûr la présence de Benjamin Bernheim et donc d'Amina Idriss, mais surtout sans doute Benjamin Bernheim, car c'est un des plus beaux des grieux du moment. Et puis après lui, il y aura Alania qui prendra la relève, si je puis dire, de Benjamin Bernheim. Voilà. Alors, je vais vous passer, si vous le voulez bien, un extrait de cette production de Vincent Huguet. Tu pleures, oui, et honte sur moi, et des
Non, ces terres lointaines dont il te menaçait, tu ne les verras pas. Nous fuirons tous les deux au-delà de ces plaines. Nous porterons nos pas. Voilà, vous avez reconnu bien évidemment la voix de Benjamin Bernheim. Alors juste pour revenir dans le détail sur le reste de la distribution quand même, donc, parce que je n'ai pas vraiment évoqué dans le détail, André Chic, j'ai vérifié, donc il a chanté, il était notre Rodrigue dans Don Carlos, donc récemment la reprise de Don Carlos. Bon, Nicolas Cavalier, on le connaît bien, ça fait très longtemps, donc qui chante comme ça à l'Opéra de Paris, souvent des rôles pas très importants, ce qu'on appelle les rôles de comprimarie. Là, c'est donc le comte des Grieux. Et il était notamment, la dernière fois qu'il a chanté chez nous, il était dans la flûte enchantée, il était le Sprecher. Guillaume de Morfontaine, qui est écrit pour un ténor d'opéra comique. Nicholas Jones, qui fait partie de la troupe lyrique en résidence à l'opéra. Et de Bretigny, c'est Régis Mengus, et donc qui était Bill dans A Quiet Place de Bernstein en 2022. Voilà pour cette distribution et pour cette merveilleuse production du Manon de Massenet dans la mise en scène de Vincent Huguet. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, je suis à votre disposition. Euh, oui, peut-être que Jean-François vous l'a dit, nous avions vu Manon à Bordeaux en 2019 Mhm, avec Verlaine et Preti Yende qui débutait, mhm, je crois, pratiquement, et dans oui. une mise en scène d'Olivier Py. Est-ce Oui. que vous l'avez vu et comment enfin, vous les mettez en parallèle, si je puis dire? Alors, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette mise en scène. Après, de ce que je connais, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas commenter. Mais à mon avis, quand même, les univers de Pi et de Huguet ne sont pas vraiment les mêmes, hein. Pi, bon, c'est souvent très intelligent, mais il y a un côté, comme on le trouve d'ailleurs dans sa mise en scène de Rex Progress, qui est assez symbolique de son style, de son art. Il y a un côté théâtre, souvent un peu théâtre saltimbanque, comme ça, quelque chose qui est de l'ordre du théâtre en train de se faire. Il y a cette mobilité comme ça. Un Huguet, il a un côté plus, me semble-t-il, plus conventionnel. C'est une mise en scène, la mise en scène de Manon, là, est une mise en scène assez conventionnelle, intelligente, belle, tout ce qu'on veut. Puis c'est une mise en scène assez conventionnelle, finalement assez classique. Puis, lui joue tout en n'étant pas révolutionnaire, mais il me semble être quand même beaucoup plus moderne et beaucoup plus audacieux. Voilà. J'ai pas vu sa mise en scène de Manon, mais c'est comme ça que je vois, il y a un contraste entre leurs deux univers. Évidemment, on a Bernheim à nouveau, mais avec Oui. quelques années de plus, alors on ne perdra pas au change, mais il était déjà remarquable. Il est magnifique, oui. Il est Voilà. magnifique et c'est un style surtout, que j'insiste souvent sur le style de Bernheim, comme le style d'Alagna d'ailleurs aussi, c'est-à-dire cette merveilleuse diction, cette parfaite diction, ce sens qu'il a du mot, de la coloration du mot, de l'intonation, et qui est typiquement français. Et que c'est comme ça qu'il faut chanter, c'est comme ça qu'il faut chanter Manon, comme c'est comme ça qu'il faut chanter le répertoire français globalement. Donc, c'est important d'avoir des artistes. C'est pas seulement d'ailleurs pour Desgrieux. Tous les artistes, normalement, de Manon doivent avoir un français châtié parce que l'esprit, notamment de l'opéra comique aussi, fonctionne beaucoup sur la diction, sur le verbe. Le verbe a une importance absolument capitale. Et donc, il faut être capable de faire sonner ce verbe, de le mettre en relief. Et c'est, je le répète, c'est le principe même de l'opéra français. Donc moi, je suis toujours très sensible dès que nous avons des artistes comme ça qui défendent avec, avec brio le style français, qui est si particulier, mais en même temps si beau, en fait. Qui Dont est Bergman est Amina, un atout maître, bien sûr. qui est Amina Edris? C'est une chanson, une s'empreinte qu'on a déjà eue notamment plusieurs fois. On l'a eu dans Roméo et Juliette. Elle était notre Juliette et je crois, de mémoire, je crois qu'elle est d'origine tunisienne ou égyptienne. Elle est Égyptienne. égyptienne. Elle est égyptienne. Voilà. Elle est égyptienne Mais elle a et vécu en Nouvelle-Zélande. comment? Mais en Nouvelle-Zélande. Vécu Mais en en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande.
Mais bon, c'est une jolie voix, Amina Idriss. Elle était plutôt bien dans Juliette. La diction est plutôt belle. Donc ça va. C'est bien pour ce répertoire. C'est bien pour ce répertoire. Puis bon, la tessiture, je pense, va très bien lui convenir. Alors après, il y a un air virtuose, mais en même temps, quand on regarde par exemple le Roméo et Juliette aussi, on est dans cet esprit-là. Il y a au premier acte, hein, il y a un air aussi virtuose pour Juliette. Donc, bon, voilà. C'est une tessiture qui est une tessiture. Quand on regarde Manon, quand on regarde les héroïnes de Gounod, on est sur une tessiture qui est une tessiture assez traditionnelle de l'opéra français. Bon, voilà, ça devrait parfaitement convenir à Amina Idriss. Alors, c'est Madame Penepati à la ville, hein. Pardon? C'est Madame Penepati à la ville. Oui, tout à fait. C'est Madame Penepati à la ville. Hein. Exact. Tout à fait. Oui. Mais elle était bien, elle était bien dans le Juliette, notamment, c'est une jolie Juliette. Et après, concernant justement l'addiction, bon, Nadine Sierra, c'est une magnifique artiste, Nadine Sierra, mais en termes de diction, euh, je pense qu'avec Amina Idriss, quand même, on va gagner au change, hein, sur la diction. Je ne parle pas sur la pure beauté vocale, mais sur la diction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-François, mais moi, il me semble. Ouais. Encore, oui, sans doute. Enfin, bon, sans doute, sans doute. Enfin, moi, j'ai vu des Nadine Sierra qui chantaient bien, quoi. Hmm. Y compris, enfin, je me souviens d'un dialogue des Carmélites où il était extraordinaire. Euh, Ouais. donc, il n'y avait pas de problème de diction. Mais bon, Mais est-ce qu'on sait pourquoi elle s'est retirée? Non, absolument pas. Non, Ça, c'est quand même non, non. étonnant. Et elle s'est retirée dès le départ, hein. Ah oui. Mm. Ouais. Bon, l'opéra ne l'avait pas dit, ça, pour le coup. Ah non, mais alors c'est bizarre parce que pourtant nous avons envoyé un mail. Vous n'avez pas reçu? On a Non. envoyé des mails pour annoncer les changements le changement de distribution et Non, je le découvre ce l'évolution de soir. Sierra. Comment? Je le découvre ce soir. Oui, mais c'est pas tombé dans vos spams? Parce que parfois il y a des mails d'opéra. Moi j'en reçois des mails d'opéra Ah qui ouais, tombent dans mes spams, hein. Donc d'accord. vérifiez parce que en fait, de mémoire, hein, il y a un mail qui a été envoyé pour annoncer l'annulation de Sierra. Et Pretty Yende, elle pourrait rechanter le rôle ou elle est... Oui, elle pourrait le rechanter, oui, elle pourrait. Alors moi, personnellement, hein, chaque fois, je ne suis pas un turiféraire Ouais. de Yende, hein. Il n'y a rien à faire. Moi, pour moi, Yende, c'est un produit, c'est un merveilleux produit marketing qui a été d'ailleurs, c'est Stéphane Lissner qui adorait Pretty Yende, qui en a fait scaler à l'Opéra de Paris. Mais moi, personnellement, je suis pas un grand fan de Yende. Bon, voilà. Et notamment dans le répertoire français, on l'entendait Ouais. là, à Là, c'est l'extrait, un on peu une entend catastrophe, Yandé. là. C'est bon, en termes de diction, il y a quand même bien mieux, hein. Donc, bon, Mm. voilà. Voilà. Non. Après, ce qui est compliqué, c'est que qui trouver en France pour chanter Manon? Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Un artiste qui soit capable de chanter Manon, il n'y en a pas tant que ça, à mon avis. Il n'y en a pas tant que ça. Hmm. D'autres Moi, questions? j'ai un Manon qui avait été donné à la Bastille le 24 avril 2004. Mais alors, il n'y a pas de femme. Il y a Roberto Alagna, Michel Sénéchal, mais j'ai pas mis le nom de celle qui chantait Manon. Donc, il devait y en avoir une En 2004. en 2004. Et qui était le ténor? C'était Alagna. 2004, ça, je pourrais vous le retrouver, ça. Je pourrais vous le retrouver. Alors, attendez, je vais vous le dire. 2004. Parce qu'on avait eu une version en 2004. C'était pas dans cette mise en scène, hein, bien évidemment. On avait une version magnifique avec Fleming et Alvarez, notamment. Ça doit être Ah, cette mise en scène-là dont on parle. Le Manon. On a eu. Alors, voyons voir. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Si je trouve, parce que j'ai un moyen de regarder, eh bien, on va voir, parce que je l'ai plus en tête. Hum. C'était Aline Pérez. En 2004? Ouais. 2004. C'était Aileen Ah, Pérez? en 2004, non, peut-être pas, non. Ah Alors, non, 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 parce que Aileen non, Pérez, c'était c'est en plus 2022, ça. récent. Ah oui, 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 non, non. Oui, Aileen oui, Pérez, c'est pardon. plus récent. Attendez, je vais regarder, on va regarder ça tout de suite. Mais je l'ai pas en tête là. Je l'ai pas en tête. Vous savez que sachez une chose qui est toujours très intéressante si vous vous posez la question. Vous avez sur le site de l'Opéra de Paris, tout en bas, vous avez ce que l'on appelle Mémopéra.
Et même opéra, en fait, ça vous permet d'aller consulter toutes les distributions et l'historique des distributions. Vous êtes Ouais, totalement autonome là-dessus. d'accord. Donc moi, en fait, là, je suis en train de consulter même opéra. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, 2004. Et en 2012, Voilà. en Voilà, 2000, 2004 ici. Euh, 2004. Donc, c'était une mise en scène de Gilbert de Flot. Et c'était Alexia Cousin qui chantait le rôle de Manon. Alexia Cousin. Voilà, qui a fait une carrière d'ailleurs assez brève, si je puis Très dire. vrai, On en oui. a beaucoup vu à un moment donné, à cette période, et puis ensuite plus rien du tout. Elle a assez vite disparu comme on dit, des radars. Jean-François, vous avez Alexia Cousin, vous connaissez ou pas? Oui, 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 oui. Elle a Ouais. effectivement disparu des regards très rapidement alors que Ouais. c'était considéré comme une véritable comète. Exactement. Exactement, mais c'est une comète. Pourquoi le problème d'Alexia Cousin? C'est qu'elle n'a pas chanté forcément des rôles qui étaient faits pour elle. Elle s'est très rapidement épuisée. Voilà, ce sont des problèmes de choix de carrière avec des rôles trop lourds, alors que la voix d'Alexia Cousin était une petite voix de soprane, mais ce n'était pas une grande voix et elle a chanté des rôles trop lyriques pour elle. Et du coup, ben voilà, elle s'est grillée, comme on dit, très vite, Alexia Cousin. Et moi, j'avais noté Alania Topissime. Et Oui, il me semblait l'avoir vue aussi dans Werther, mais peut-être que j'ai. dans Werther. Alania, mais en fait, peut-être qu'il ne l'a pas chanté, Werther. C'était Non, j'ai dans, pas. dans Werther, Heim. est-ce qu'il a chanté dans l'ancienne production? Je vois pas. Non, j'ai pas de souvenir qu'il Non, ait mais alors chanté Werther chez c'est nous. dans Manon que je l'ai C'est dans entendu. Manon, hein. C'est J'ai pas vraiment de souvenir incroyable. Ouais, de ouais. Werther. C'était magnifique, 2004. En plus, c'est une période pour lui. Il est apparu début des années 90. Alagna, il a commencé à percer début des années 90. Là, il y avait une carrière d'une dizaine d'années et le timbre était encore Ouais. très beau, très solaire. Mm. Parce qu'en fait, Alagna, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé son style incomparable. Ce qu'il a perdu, c'est il a perdu le timbre, la luminosité du timbre. Il a abordé des rôles trop lourds pour lui. Et donc, progressivement, le timbre s'est assombri. Et alors qu'il était fait, en fait, il était fait pour rester dans ce qu'on appelle ces rôles de ténor de demi-caractère qui lui conviennent comme un gant, comme le rôle de Roméo, par exemple, du Roméo et Juliette de Gounod, qui est un rôle taillé pour lui, en fait, qui était fait pour sa voix solaire, Mm. magnifique. Et c'était un ténor à la Pavarotti, c'est pas un ténor à la Placido Domingo, quoi. Mm. Et à un moment donné, il a voulu se convaincre qu'il était capable de chanter, par exemple, Othello, qui est un rôle qui est meurtrier et qui n'est pas fait pour lui, qui n'est absolument pas fait pour lui. Absolument pas. Il a même chanté des rôles wagnériens, ce qui est quand même magnifique. Il s'est lancé il a chanté Lohengrin. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Mais 2004, c'était magnifique, bien sûr, c'était magnifique. Mais il a encore de merveilleux restes, parce que vous voyez, quand il a chanté dans le Cid à Garnier, c'était somptueux, le Cid, c'était somptueux. Et alors après, ce qu'il avantageait quand même, c'est qu'on l'a donné au Palais Garnier, ce qui est très bien pour lui finalement. C'est un écrin qui lui convient merveilleusement bien. Bastille, c'est une scène trop, très large, trop, trop grande, qui vous broie pour peu que vous n'ayez pas un timbre d'une solidité. Alagna, c'est un timbre lumineux, c'est un aigu absolument rayonnant. C'est ça, c'est le haut du registre qui est magnifique chez Alagna. Et Garnier lui convenait mieux, mais dans le Cid, il était superbe. Je ne sais plus quelle année, c'était les années Joël, je crois. Oui, c'était les années Joël, donc 2009, après 2010. Et c'était magnifique encore, superbe, superbe. Il a été un remarquable Roméo. Remarquable Roméo, c'est ce que je disais, éblouissant. Le Roméo qu'il a chanté à Covent Garden est immortel. Enfin, je crois que je n'ai jamais entendu de Roméo merveilleux, merveilleux. Il chantait avec, euh, je sais plus, c'était qui? Vadouva, Leontina Vadouva. Superbe. Ouais. Mais voilà, donc Bernheim, en tout cas, voilà, dans cette production, c'est lui qui tire la production vers le haut, incontestablement. Des grieux. Mm. nous avions vu Manon chanter par Dessay en 2012. Oui, Grâce superbe. à votre même opéra, là, je l'ai Oui, retrouvé. oui, oui, tout à fait. On n'a aucun Superbe. souvenir, mais Ah, c'était magnifique, c'était magnifique. Par contre, la production était absolument catastrophique. C'était une production de Colin Serrault.
Colin Serrault, qui pourtant auparavant avait fait une superbe production du Barbier de Séville, Oui, je me souviens. j'adore. Et elle s'est essayée, pourquoi? C'est terrible. La mise en scène, d'ailleurs, elle n'a jamais été reprise. On voyait même Manon faire du patin à roulettes. Donc c'était génial. Voilà, elle faisait du patin à roulettes. Et 2C était prodigieuse, parce que prodigieuse dans la théâtralité, dans le timbre, bien sûr. Le troisième acte est fait pour elle, le cours La Reine est fait pour elle, l'air est fait pour elle. Elle était géniale. Mais la mise en scène de Colin Serrault oh là, c'était En, terrible. en fait, ce même opéra, c'est incroyable. Parce que C'est génial. Bah oui, bah vous avez tout. alors, ce qui manquerait simplement, c'est une photo ou deux pour nous rappeler la mise en scène. Parce que, Oui, bon, on peut ne pas se souvenir de celle oui, de 2012, oui, de 93. oui. C'est extraordinaire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était Et Colin Serrault et par avant jour. c'était Gilbert Deflos qui était plutôt une mise en scène assez conventionnelle, la mise en scène de Gilbert Deflos qui était aussi plutôt une belle mise en scène. Et je me souviens, j'ai un grand souvenir de la présence de René Fleming et de Marcello Alvarez, avec notamment ce duo de Saint-Sulpice incroyable, incroyable. C'était incroyable. C'était le temps de la splendeur d'Alvarez et de Fleming. C'était début des années, c'était 2000, hein, c'était quelque chose comme ça dans ces années-là. C'est superbe. Avec, pour autant, alors là, vous voyez la séduction du timbre. Par contre, une diction qui était pas, alors pour le coup, Fleming, il fallait tendre l'oreille, Oui. et Alvarez, c'était pittoresque, hein, c'était pittoresque. Mais bon, la séduction du timbre était telle que voilà, incroyable, incroyable. D'ailleurs, je me demande si on la retrouve pas, cette production. Il faudrait pas regarder sur Internet. Je sais pas si on n'arrive pas à la trouver. Cette production de Gilbert Deflos avec Alvarez et Fleming. Mm. Mm. On va regarder. Ouais. On va regarder ça. Très bien. Je ne sais pas si vous aviez Si ça d'autres. existe, j'en pense Oui. à trouver. Ouais, On va exactement. chercher, on va chercher. Et vous connaissez ce site, Jean-François, Opéra Vidéo? Oui. Voilà. Eh ben, à mon avis, là, vous devez pouvoir la trouver. Vous tapez Manon, il va vous donner tout Alvarez. Je me demande si vous ne trouvez pas ça sur Opéra Vidéo. Je vais regarder ça. Oui. Ouais. Je me souviens, il y avait un carrosse au milieu, là, au milieu de la scène, carrosse. Et il partait comme ça, il partait en carrosse. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, on parlait tout à l'heure de Massenet et de Puccini qui ont fait tous les deux à Manon. Et Mhm. effectivement, le Manon Lescaut de Puccini est beaucoup plus proche du roman. Et non seulement il est beaucoup plus proche du roman, mais il y a un pathétisme comme souvent chez Puccini, il y a un dramatisme qu'il n'y a pas. On n'est pas dans l'opéra comique avec Non. Puccini, hein. On est dans le mélodrame, hein. On est Ouais. dans le mélodrame. C'est bouleversant. Moi, alors pour le coup, ça tombe bien que vous parliez de Manon Lescaut parce que je ne comprends pas pourquoi cet opéra n'est jamais programmé. La dernière fois qu'il a été programmé, c'était sous l'ère Gall, et c'était, je crois, début des années 90, peu de temps avant qu'il ne parte. C'est fou. Depuis, on n'a jamais donné le Manon Lescaut de Puccini. C'est pour moi un des grands chefs-d'œuvre, c'est un des premiers opéras de Puccini, hein. Ouais. Un des premiers opéras de Puccini, mais c'est un opéra absolument immense. Il y a des choses bouleversantes dedans pour ténor qui est absolument sublime, des duos, c'est un lyrisme consommé. Et puis, comme vous le dites, beaucoup plus fidèle puisque ça se termine aux Amériques. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a cette scène, notamment cet air pour ténor qui est non vicinate, ne vous approchez pas, où il veut prendre le bateau, justement, il veut prendre le bateau pour suivre Manon. Et finalement, il finit par convaincre le capitaine de le faire monter dans le bateau, se taire. Je vous le conseille, notamment chanté par Jonas Kaufmann, on le trouve sur YouTube. Vous le trouverez. Cet air, non vicinate, ne vous approchez pas en italien, je crois que c'est ça, l'air. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et puis il y en a un autre qui l'a chanté admirablement bien, cet air, c'est José Coura, dans un récital qu'il avait donné à l'époque où il avait enregistré, c'était Domingo qui le dirigeait, un récital pour des cas, je crois. Et je vous le conseille pour vous qui aimez Puccini, puisqu'on parle de Puccini,
Koura, qui pourtant a une carrière en dents de scie, qui a été une grande promesse, et puis finalement, progressivement, qui s'est dispersé, hélas, mais le Koura de 1998 est incroyable dans le répertoire puccinien. Je ne saurais trop vous conseiller ce récital Puccini par Koura. Il est somptueux de A à Z. Et en plus de ça, il commence très habilement par la fin, c'est-à-dire qu'il commence par Turandot et il termine par les Villi, l'air des Villi. Et là, vous écoutez l'air dont je vous parle par Koura, c'est d'une somptuosité absolue. C'est incroyable. Et c'est dirigé par Domingo. C'est Placido Domingo qui avait soutenu la carrière de Koura à l'époque, qu'il avait intronisé et qui était très proche de Koura. Et du coup, c'est lui qui dirige cet enregistrement. Je vous le conseille, c'est un enregistrement que j'adore. Pourtant, Koura, Dieu sait, hein, fort de ça, j'étais allé l'entendre dans Othello au Châtelet, c'est une catastrophe. Non, TCE, Châtelet, une catastrophe absolue. Othello, c'était terrible. Il n'avait pas du tout le style verdien. C'est vraiment, j'étais déçu quand j'étais ressorti de la salle. Mais alors, dans cet enregistrement de Puccini, il est absolument fabuleux. Et d'ailleurs, il y a un enregistrement de Manon Lescaut de Puccini avec Koura et Maria Gouleghina, qui est très connu, dirigé de mémoire par Muti. Je crois que c'est Muti. Et où il est aussi impressionnant. Mais voilà. Bon, mais c'est important de parler de Puccini après avoir parlé de Massenet, parce que vraiment, c'est le même combat. C'est deux compositeurs qui partagent une même sensibilité. C'est deux compositeurs qui ont une communion là, entre les deux qui est incroyable. Incroyable. Je Alors l'ai après, il y a des styles, il y a des styles qui se démarquent aussi, bon, mais la sensibilité, l'esprit, en quelque sorte, est le même, très clairement le même. je l'ai vu, moi, en 2008, au Met à New York, avec Marcello Giordani comme le Chevalier des Grieux. C'est une très belle production aussi. Et James Silverman, bien sûr, à la direction de l'orchestre. Oui. Vous avez vu qui avec Marcello Giordani? Vous avez vu qui? Manon Lescaut, de Ah Puccini, oui, avec Marcello Giordani. avec au Met. Oui, Parce que d'accord. j'habitais New York à l'époque, et donc, Oui. Ah oui, oui. Marcello Giordani, qui était une belle voix hein, aussi, hein, ouais. Giordani, hein. Belle voix. Il a chanté chez nous, je ne sais plus dans quoi, mais il a chanté une ou deux fois chez nous, Marcello Giordani. Je me demande d'ailleurs s'il n'a pas chanté dans Manon, dans la production de Gilbert Deflos. Il faudrait vérifier. Mais il me semble, je me demande s'il n'a pas chanté. Parce que vous savez que pour même opéra, vous pouvez aussi faire une recherche, vous l'avez vu aussi, par chanteur, ce qui est pratique aussi. Vous tapez et puis vous trouvez tout de suite le répertoire qu'il a abordé chez nous. Et Manon Lescaut, c'était Carita Matila. Ah, Ah oui, ah oui, Carita Matila. carrément. Ouais. Oh ben, au Met, vous savez, ils ont des belles voix, hein. Ouais, 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 Et ouais, c'était ouais. c'est Il y très a, il rare. y a- il y a eu quelques années auparavant un Placido Domingo, Renata Scotto, hein. Oui, oui aussi. Bien sûr, si on commence à. Après, ah oui, bien sûr. Bah oui, oui. Parce que Là, Domingo, là, pour le coup, dans le répertoire à Puccinien, c'est Et sublime. la c'est musique de puissant. Puccini est extraordinaire. Oui. Pardon? Elle est dramatique, elle est très belle, la musique de Puccini. Ah oui, oui, non, non, mais c'est somptueux. Et on a de la chance parce que, alors c'est très bien, vous voyez, quand Alexander Neff a été nommé à l'opéra, j'avais un tout petit peu peur. Pourquoi? Parce que Neff a été un très proche de Gérard Mortier. Et on sait que Gérard Mortier détestait Puccini, il l'affirmait, hein, il le disait hein, très clairement. Hein, pendant son règne, si je puis dire, il a très peu programmé Puccini. Et quand il l'a fait de façon forcée. Il ne supportait pas Puccini, il ne supportait pas son sentimentalisme, il ne l'aimait pas. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer avec Alexander? Et finalement, Alexander, lui, pour le coup, il ne partage pas là-dessus la position de Mortier. Et il aime Puccini. Et Puccini est très, très bien servi dans le cadre de nos programmations ces derniers temps. Et tant mieux. Parce qu'en plus de ça, comme je le dis souvent, Puccini, c'est pas seulement, il écrit pas seulement merveilleusement pour les voix, mais c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement pour l'orchestre aussi. C'est un immense orchestrateur, Puccini. On ne le dit pas suffisamment. C'est un très grand orchestrateur. Et donc, il a ça aussi. Il faut aussi écouter l'orchestration de Puccini. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Très grand quand orchestrateur, Puccini. Mm. Et en plus, Puccini, c'est quelqu'un qui a eu cette humilité de se laisser imprégner aussi par les autres. C'est-à-dire qu'il a aussi récupéré les influences. Il s'inscrit dans la continuité aussi de Wagner par certains côtés,
Et il y a Massenet donc, a aussi influencé Puccini. Il y a aussi Debussy qui a un peu influencé Puccini. Il y a tout le langage orchestral de Puccini du XXe siècle, où on sent que d'une certaine façon, Stravinsky est passé par là. Il y a des compositeurs comme ça qui sont passés par là, et il a utilisé aussi ses influences. Quand on écoute la Fanciulla del West, par exemple, c'est une partition qui ne ressemble pas à celle de la Bohème, quoi. Il y a une évolution dans le langage instrumental de Puccini. Donc on sent qu'il a beaucoup évolué aussi. Ça, c'est important. C'est la preuve d'un compositeur qui sait se remettre en cause. Très important. C'est le génie des grands compositeurs. Verdi a fait la même chose. Verdi, Othello et Falstaff sont prodigieux, sont des œuvres prodigieuses parce que c'est un renouvellement. C'est en même temps profondément verdien et en même temps c'est une pierre qui est le sommet de l'édifice. C'est tout un héritage, c'est-à-dire qu'il assume tout ce qu'il a été et en même temps il a continué à travailler et cela donne ces deux derniers chefs-d'œuvre que sont Othello et Falstaff. C'est le propre des grands compositeurs, très grands compositeurs. Ou des Le grands artistes en triptyque a général. été, le triptyque a été totalement applaudi, Oui. salué, etc. Donc c'était C'est peut-être, il c'est une était pas. synthèse de son art, c'est ce qu'on disait avec Jean-François au Oui. début. Ce qui est merveilleux avec le triptyque, c'est on a presque envie de dire aux gens qui ne connaissent pas Puccini, allez entendre le triptyque et vous saurez à peu près ce qu'est Puccini, c'est-à-dire en même temps dans le versant comique, le versant religieux, mystique, parce que chez Puccini, ça a beaucoup d'importance, la dimension comme ça religieuse, et puis la dimension vériste, réaliste d'Il Tabarro, avec tout ce que ça implique. Donc en fait, on est dans une palette expressive qui est extrêmement large et qui montre bien évidemment tout le talent du compositeur. Sa science de la composition et cette capacité, ce que je disais pour l'évocation, l'art de l'évocation, comme chez Massenet, cette capacité à se mettre au service du sujet et à styliser sa musique, à trouver un ton, un climat, une atmosphère qui répondent exactement au climat de l'intrigue. Donc il reste profondément lui-même tout en étant en ayant toujours le souci de l'adaptation. Ça, c'est formidable. Et Massenet, c'est la même chose. Quand on compare les deux, Massenet, il a abordé toutes les formes opératiques de son époque. C'est fascinant. D'ailleurs, on le lui a reproché. On lui a dit, en gros, il n'a pas de style Massenet parce qu'il a tous les styles. C'est vrai. Il a abordé l'opéra véris, il a l'opéra comique, le mélodrame, tout a été passé en revue. Quand on regarde les œuvres de Massenet, c'est fascinant de voir à quel point il est capable d'aborder tous les sujets religieux, tout ça, et d'adapter sa musique en fonction du climat. C'est, quand je dis le parallèle entre les deux compositeurs, c'est absolument saisissant. Saisissant. Parce que ce sont des compositeurs qui écrivent, qui pensent d'abord image et après musique, qui sont donc toujours au service d'abord et avant tout d'un récit, d'un texte et de son univers particulier. Et une art de la stylisation, en fait. C'est ça. C'est là où ils se rejoignent. Bien, sur cette merveilleuse image, on va vous remercier encore pour non seulement cette présentation et ce parallèle Massenet-Puccini qui nous est cher, puisque c'était le dernier opéra que nous avons vu, le prochain opéra que nous allons voir. Donc c'est tout à fait bien, et cette continuité. Et puis la richesse de tous vos commentaires, cette fois-ci, comme les fois précédentes. On vous souhaite une très bonne fin de saison. On a hâte de retrouver notre nouvelle saison l'année prochaine avec quelque chose de très très différent, puisqu'on commence par Ariodante, Oui. voilà, qui est une œuvre absolument superbe aussi, dans un genre très Mm, différent, mm. mais absolument superbe, au Palais Garnier. En Euh, plus, donc avec la ça, mise en scène de Carcel, voilà, en plus. ça va être une superbe Voilà, rentrée. Et voilà. donc merci, bel été à vous, et puis à tous ceux qui Merci. viendront le 6 juin, à très bientôt alors. Et À pour très les autres, bientôt. rejoignez-nous, il y a encore quelques places disponibles Oui, n'hésitez pour- pas, hein. C'est voilà. vraiment je le répète, c'est une production qui est spectaculaire et qui est vraiment tout public, hein. Pas de difficulté particulière. Voilà. L'entertainment, comme on dit. Je joue la carte de l'entertainment et c'est très bien comme ça. Ouais, mais dans le Voilà. entertainment de très bon niveau tout de même. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Mais quand je pense à l'entertainment, comme on parle en plus du jazz, on parle de Ouais, Charleston, de la musique américaine, de la comédie musicale, on est un peu dans cet esprit-là aussi. Voilà. Merci à tous. À vous aussi, très bonnes vacances et puis à la rentrée. Voilà. À la rentrée. Merci. entendu. Merci Merci, au bien. revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.